Léon de l'Épervenche, l'aristocrate rouge de l'île de la Réunion. Il est des personnages qui claquent comme des étendards de l'Ancien Régime, portant en eux l'histoire des conquêtes et des domaines sucriers. Léon Vincent de Paul-Marie-Jules Simon de l'Épervenche semblait par sa naissance destiné à perpétuer l'ordre immuable de la société de plantation réunionnaise. Pourtant, c'est ce descendant de l'aristocratie coloniale, né le 21 novembre 1907, à Saint-Denis, qui allait devenir le fossoyeur de son propre monde. En troquant la particule pour le bleu de chauffe des cheminots, celui que le petit peuple surnommait affectueusement « Tiléon » a incarné pendant 3 décennies une rupture historique majeure. Son destin, indissociable de celui du docteur Raymond Vergès, raconte une tentative singulière, celle d'une élite blanche, choisissant de porter la voix des esclaves affranchis pour bâtir non pas une nation indépendante, mais une république française idéale sous les tropiques. La trahison magnifique, sociologie d'un engagement. Pour saisir la radicalité de Léon de l'Épervenche, il faut d'abord peindre le décor de la Réunion de l'entre-deux-guerres. L'île est un conservatoire fossilisé des inégalités. Une poignée de familles, l'usinocratie, détient la terre, l'économie et le pouvoir politique régnant sur une masse de travailleurs misérables. Descendants d'esclaves, cafres, engagés indiens, malbars et petits blancs, paupérisés. Dans ce monde clos, on ne traverse pas les barrières de classe. L'Épervenche, tout comme son aîné et mentor Raymond Vergès, est un transfuge. Tous deux sont issus de ce milieu favorisé des gros blancs, dont la fortune s'est bâtie sur la sueur des autres. Mais là où d'autres se complaisent dans le confort du privilège, eux sont hantés par une forme de culpabilité historique. Orphelin de père très jeune, contraint d'arrêter ses études au lycée Lecomte de Lille pour soutenir sa mère, l'Épervenche vit le déclassement social dans sa chair. En entrant à la Compagnie du chemin de fer et du port, en 1923, comme simple journalier, il découvre la brutalité de la condition ouvrière. Ce n'est pas la haine de soi qui guide ces hommes, mais une volonté de rédemption. Il y a chez l'Épervenche, comme chez le docteur Vergès, qui soigne gratuitement les indigents, l'idée que l'élite a failli à sa mission morale. Leur communisme naissant n'est pas seulement une théorie économique importée de Moscou, c'est un moyen de laver le péché originel de l'esclavage. Ils deviennent des traîtres à leur caste pour rester fidèles à une certaine idée de l'humanité. Le sabre et le goupillon, une mystique républicaine. Cette quête de justice puise-t-elle ses racines dans la foi? La question demeure fascinante. Bien que le Parti communiste prône le matérialisme athée, l'engagement de l'Épervenche et de Vergès baigne dans une culture catholique imprégnante. Ils ne sont pas des bouffeurs de curés à la mode métropolitaine. Leur rhétorique emprunte souvent à la parabole évangélique. Pour Léon de l'Épervenche, dont l'un des prénoms est Vincent de Paul, le saint de la charité, le socialisme est l'accomplissement politique du message du Christ. Les derniers seront les premiers. Dans les meetings, il ne parle pas seulement de plus-value marxiste, mais de dignité, de fraternité, de sacrifice. Raymond Vergès, franc-maçon, mais profondément spiritualiste, et l'Épervenche, incarne un communisme des catacombes. Une fois fondé dans la laïcité, où la République française joue le rôle de la providence, ils n'ont jamais cherché à extirper la religion du cœur des Réunionnais, mais à la retourner contre les pharisiens de la grande bourgeoisie qui allaient à la messe le dimanche et exploitaient le peuple le lundi. 1942-1946, du maquisard au constituant. La Seconde Guerre mondiale offre à l'Épervenche l'occasion de prouver que son patriotisme n'est pas de façade. Lorsque le contre-torpilleur Léopard des forces françaises libres se présente devant le port le 28 novembre 1942 pour libérer l'île du joug pétainiste, c'est lui qui organise l'insurrection. Le syndicaliste se mue en chef de guerre urbaine, à la tête d'une troupe hétéroclite de cheminots et de dockers. Il neutralise la gendarmerie, coupe la retraite aux forces vichistes et permet le ralliement de la cité maritime à De Gaulle. Cet épisode scelle sa légitimité. À la Libération, le duo l'Épervenche-Vergès est intouchable.
Il fonde le CRADS, Comité républicain d'action démocratique et sociale, une machine politique redoutable qui balaie tout sur son passage. Maire du port, député, les Pervenches portent avec Vergès une revendication unique à l'Assemblée constituante. La fin du statut colonial et la transformation de la Réunion en département français. Pourquoi cette obstination à s'ancrer à la France, alors que l'Empire commence à se fissurer partout ailleurs? C'est ici que le malentendu historique est le plus profond. Pour les Pervenches, l'indépendance ou l'autonomie sont des pièges mortels. Il connaît trop bien la rapacité de l'oligarchie locale. Son analyse est sans appel. Si la France se retire, les barons du sucre rétabliront un féodalisme absolu, sans plus aucun garde-fou juridique. L'intégration à la République est perçue comme un bouclier. Nous voulons l'assimilation pour que la loi française nous protège de nos propres maîtres, répète-t-il. C'est un appel au secours lancé à l'État central contre la tyrannie locale. Le sang de mai 1946, l'assassinat de Villeneuve. L'histoire bascule dans la tragédie le 25 mai 1946. La campagne pour les législatives se déroule dans un climat de guerre civile. Alexis de Villeneuve, figure de proue de la droite conservatrice et du lobby sucrier, tient un meeting au centre de Saint-Denis. La tension est à son comble, une altercation éclate, des coups de feu partent. Villeneuve s'effondre, mortellement touché. Le choc est immense. La justice et la presse bien pensante désignent immédiatement un coupable, Paul Vergès, le jeune fils du docteur Raymond Vergès âgé de 21 ans. Léon de l'Épervenche se retrouve alors au cœur du cyclone. Lui, l'homme d'ordre du syndicat, voit son camp accusé d'assassinat politique. Sa réaction est celle d'une loyauté absolue, presque tribale. Alors que le vieux docteur Vergès est anéanti par l'arrestation de son fils, qui sera finalement condamné puis amnistié, clamant toujours son innocence, l'Épervenche fait front. Il refuse de désavouer la famille Vergès. Il organise la défense politique, mobilise les dockers pour empêcher les représailles de la droite et maintient un bout de bras la structure du CRADS qui vacille. Mais cet événement marque une rupture définitive. L'innocence des débuts est morte avec Villeneuve. L'Épervenche comprend ce jour-là que la bourgeoisie locale ne pardonnera jamais à ses traîtres. La lutte des classes n'est plus une métaphore, elle a pris la couleur du sang. Cela radicalise sa position. Il n'y a pas de compromis possible. Il faut l'application brutale et immédiate de la loi française pour briser l'arrogance des milices patronales. Le schisme, l'Épervenche face à l'ascension de Paul Vergès. La décennie suivante est celle des désillusions. La départementalisation votée en 1946 tarde à produire ses effets. La misère persiste. Les fraudes électorales massives orchestrées par l'administration préfectorale privent les communistes de leur siège. L'Épervenche est battu aux législatives de 1951. C'est dans ce contexte de reflux qu'une fracture idéologique et générationnelle s'ouvre. Après la mort de Raymond Vergès en 1957, son fils Paul prend les rênes. Paul Vergès est un homme de son temps, imprégné des luttes de décolonisation, admirateur de la Chine, de Mao, de l'Algérie, du FLN. Son analyse évolue. Puisque l'intégration promise est un échec, puisque Paris méprise les Réunionnais, il faut changer de cap. En 1959, en fondant le Parti communiste réunionnais, PCR, Paul Vergès inscrit l'autonomie à son programme. Pour Léon de l'Épervenche, c'est l'incompréhension, puis le refus. Le vieux compagnon de route du père ne peut suivre le fils sur ce chemin. Pourquoi ce refus obstiné? Parce que l'Épervenche reste viscéralement un jacobin tropical. Pour lui, revendiquer l'autonomie, c'est donner raison aux colons qui ont toujours dit que les Réunionnais n'étaient pas de vrais Français. C'est renoncer à l'égalité des droits sociaux, SMIC, allocations, santé, pour une aventure institutionnelle incertaine qui isolerait l'île face à sa misère. On ne lâche pas la proie pour l'ombre, aurait-il pu dire. Il redoute que l'autonomie ne coupe le cordon ombilical de la solidarité nationale, laissant les travailleurs réunionnais seuls face à leur patron. Ce désaccord n'est pas tactique, il est existentiel. L'Épervenche a voué sa vie à faire entrer la Réunion dans la République.
il ne peut accepter d'en sortir même à demi-mot. Solitude et postérité d'injuste. Ce refus de l'autonomie scelle son destin politique. Isolé, refusant d'adhérer au nouveau PCR autonomiste, Léon de l'Épervenche se replie sur la mairie du port. Lui, le tribun, qui soulevait les foules en 1936, finit sa vie dans une certaine amertume, regardant s'éloigner une jeunesse militante, qui le considère désormais comme une figure du passé, trop attachée au drapeau tricolore. Il s'éteint alors le 14 novembre 1961, à 53 ans seulement, usé par une vie de combat. Sa mort révèle l'intégrité absolue du personnage. Il meurt pauvre. Lui qui a géré des budgets considérables, n'a accumulé aucun patrimoine, vivant souvent hébergé par des proches, ayant sacrifié sa vie de famille et son confort matériel à la cause. Avec le recul de l'histoire, la figure de Léon de l'Épervenche apparaît dans toute sa complexité tragique. Il fut l'homme de la transition, celui qui a fait basculer la Réunion du XIXe siècle colonial au XXe siècle départemental. Son pari sur la France était-il une erreur, comme le pensaient les autonomistes des années 60, ou alors une lucidité prophétique sur la fragilité économique de l'île? Ce qui demeure, c'est l'image de ce gros blanc, de cet aristocrate en bleu de travail, haranguant les dockers sous le soleil de plomb du port, persuadé que la liberté de ses frères de couleur valait bien le sacrifice de ses privilèges de naissance. Un aristocrate de l'esprit, perdu au milieu des cannes à sucre et des illusions républicaines.